Réconcilier économie, sociale et politique. Une gageure ? Entre économie, sociale et écologie, les équilibres et les arbitrages sont souvent difficiles. Une émission dans la droite ligne de l'éducation populaire, point de polémique, juste des faits et des points de vue. Bonjour, c'est Xavier pour une émission particulière qui va essayer d'allier économie, sociale et écologie. Et là, dans ces trois triptyques, on va essayer de parler d'agriculture. Et pour ça, je suis entouré de trois personnes. Il y a Corentin Chevillard, qui est administrateur à la CDJA, ce qui est le syndicat des jeunes agriculteurs en Ille-et-Vilaine. Il y a la CDJA et la FDSEA. La FDSEA, c'est les plus anciens, c'est au-delà de 35 ans, je crois. 40 ans. 40 ans, voilà. Et la CDJA, c'est les jeunes jusqu'à 40 ans. Mais c'est un peu le même mouvement, on peut dire, quand même. Il y a Pierrick Rigal, qui est trésorier à la Confédération paysanne, et David Laurent, qui s'occupe du groupe jeune de la Confédération paysanne. Pas tout seul, j'imagine, mais voilà. Pas tout seul. Alors, on va essayer de faire le tour un peu de l'agriculture. On va déjà essayer de comprendre l'histoire de l'agriculture depuis 1950, 1970, comment elle a évolué, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Puis on rentrera un petit peu dans les chiffres pour voir les spécificités que ça a apporté. On essaiera de parler, bien entendu, de social et d'écologie après. Je sais pas, Pierrick, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de l'agriculture ? Oui, pas de problème. Donc depuis l'après-guerre, on va dire, il y a eu ce qu'on a appelé la Révolution verte. En fait, il a fallu à un moment donné nourrir les populations, créer une agriculture exportatrice et surtout envoyer de la main-d'œuvre dans les usines pour reconstruire la France. Et donc face à ces défis, l'État, en lien avec le monde agricole, a créé une révolution verte, c'est-à-dire en gros mécaniser les exploitations, emmener des tracteurs, augmenter les tailles des parcelles. Bon, ça s'est fait plutôt dans les années 70, on va en reparler, le moment. Tout ça pour essayer de aussi améliorer les conditions de travail des agriculteurs, spécialiser les régions pour produire plus sur des territoires, donc du vin dans un certain territoire, des céréales dans un, de l'élevage, etc., pour essayer d'avoir les filières les plus cohérentes et les plus courtes possibles. Comme ça, si on fait le cochon sur le même territoire, en fait, on va avoir l'abattoir, les centres d'insémination, on va avoir tous les opérateurs qui vont être sur le même territoire, et donc en fait, on va réussir à avoir la meilleure productivité possible. Voilà, c'est un peu l'esprit de la spécialisation. Oui, et donc... c'est vrai, voilà, tout ça s'est bien construit. Et puis vous avez mis en place à ce moment-là un certain nombre de structures pour faire fonctionner ça. Tu parlais de mécanisation, par exemple, et les agriculteurs ont inventé, entre guillemets, les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, parce que le matériel agricole, il coûte très très cher. On ne donnera pas le prix d'un tracteur ou d'une moissonneuse, parce que c'est effrayant. Et donc, la CUMA, c'était l'objectif de mutualiser son matériel ou d'acheter en commun un matériel. Par exemple, il y a eu les GAEC aussi, parce que du fait qu'il y a eu une perte importante aussi de travailleurs agricoles, et donc, sur les exploitations, c'était difficile. Ils se sont retrouvés assez rapidement tout seuls. Et le GAEC, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun où, entre père et fils ou entre amis, etc., on se regroupe pour faire une même exploitation avec un ou plusieurs produits. Voilà. Et puis, vous avez inventé également plein de choses. Le crédit agricole, c'était le crédit agricole mutuel qui était administré essentiellement par des agriculteurs à la base. Il y a tout ce qui est du domaine du scolaire, de l'école. Toutes les formations agricoles n'appartiennent pas au ministère de l'Éducation, mais elles appartiennent au ministère de l'Agriculture. Il y a eu toutes les coopératives aussi, la chambre d'agriculture. On avait la chambre du commerce. Les agriculteurs ont préféré faire une chambre d'agriculture plus spécifique. Et puis, il y a des structures aussi administratives qui sont importantes. C'est l'INRAE et l'IFREMER. L'INRAE, qui est un institut de recherche
agricole, et Ifremer, c'est l'Institut de recherche pour la pêche. Voilà. Comment ça... si quelqu'un veut dire... qu'est-ce que ça a apporté, toutes ces formations-là aux agriculteurs? Ces changements-là par rapport à la MSA, à tout ce qui a changé dans l'agriculture. Voilà. La MSA, c'est la sécurité sociale des agriculteurs. Après, déjà par rapport aux GEC, les GEC, ça a commencé qu'après les années 2000. Avant les années 2000, le GEC n'existait pas vraiment sur le papier. C'était quand même des exploitations conjointes souvent. Et donc même on a commencé après la guerre, mais avant la guerre quand même, les agriculteurs travaillaient quand même plus au service des rois quand même. Donc on est resté là-dedans jusqu'à justement l'après-guerre, quoi, où l'après-guerre il a fallu tout reconstruire, et là justement il y a eu, je pense, à un moment donné un peu d'excès dans tout ce qui a été fait. Mais aujourd'hui on revient un peu en arrière, et c'est peut-être une bonne chose pour l'agriculture. Quel excès par exemple toi, qui t'ont marqué? Qui m'ont marqué, j'étais pas né encore. Non, oui, mais de mémoire, je veux dire. De mémoire, oui, de ce qu'on entend, parce que je suis en agriculture conventionnelle, c'était les excès d'engrais quand même qui étaient mis. Fallait produire, et aujourd'hui, ou même les produits aussi qu'on met dans les champs. Aujourd'hui, on arrive à traiter quand même avec des doses minimales par rapport à l'époque où c'était des bidons entiers, quoi, par hectare, quoi, par exemple. Donc il y a eu beaucoup d'entreprises à faire du profit aussi autour de l'agriculture dans ces époques-là aussi, je pense. Bah oui, on peut prendre l'exemple des coopératives. Les premières coopératives étaient finalement des coopératives de cantons presque, de communes, en particulier sur tout ce qui était production laitière, où finalement il y avait une petite coopérative qui transformait le lait, et puis maintenant on a Nestlé, et puis voilà. Et ça s'appelle plus une coopérative, ça s'appelle une industrie agroalimentaire. Est-ce que ça vous a échappé, ça, à votre avis? Peut-être tu veux répondre à ça. Est-ce que ça nous a échappé en tant qu'agriculteurs, quoi? Ouais. C'est vrai que tous les exemples que tu as donnés de choses qu'on a créées, le grand on, quoi, c'est qui ont, en fait, et c'est beaucoup de choses qui ont été créées, notamment en lien avec l'État, la puissance publique qui a poussé, avec aussi beaucoup d'industriels aussi qui ont structuré le secteur. Comme tu disais avant, on était un peu dominé par les rois, un peu comme tu dis. Et c'est comment il y a eu une évolution pour que les agriculteurs restent quand même les travailleurs, avec tout un secteur qui travaille autour et dont certains peuvent aussi un peu profiter, quoi. Ça c'est quelque chose. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant, toutes les formes de coopératives et tout. C'est des endroits qui sont à la fois des lieux de recherche d'autonomie collective, en fait, entre agriculteurs, et aussi des lieux, forcément, on vit dans une société telle qu'elle est, quoi, d'accaparement aussi par des plus gros, et voilà. Et c'est intéressant de voir les coopératives comme aujourd'hui. Il y en a qui peuvent rester encore aux mains des agriculteurs, des paysans, d'autres qui sont des multinationales sur lesquelles on n'a plus forcément beaucoup de contrôle. Ouais, on a encore des structures à l'échelle humaine et d'autres à l'échelle mondiale presque. On peut presque dire ça. Le Crédit Agricole, c'est quelque chose de mondial, par exemple, aussi. Aujourd'hui, ça doit être la 3e banque au monde, quelque chose comme ça. C'est pas rien. Voilà. Alors, ça a eu un coût, tout ça, ce que vous avez dit, parce que on a perdu en nombre d'agriculteurs d'une façon très très importante. Dans les années 50, toutes les familles avaient un agriculteur chez lui, voire plusieurs dans sa famille. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Est-ce que je peux donner quelques chiffres, peut-être, entre les années 70, des années 70 à 2022, le nombre d'exploitants agricole en 1970, c'était 1 580 000. Aujourd'hui, on est à 389 000, c'est-à-dire 4 fois moins en 50 ans. 4 fois moins. Et on estime que dans les années 2035, on aura 250 000 agriculteurs. C'est énorme, ce changement-là. Et la deuxième chose que tu disais, on va parler du remembrement, parce que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Les exploitations en 70, elles étaient en moyenne de 19 hectares. 19 hectares. Aujourd'hui, elles sont, en 2022, on va dire aujourd'hui, elles sont de 69 hectares, avec des diversités très, très importantes, puisque, par exemple, 25% des exploitations ont moins de 5 hectares.
Alors bien entendu, dans les moins de 5 hectares, on a le maraîchage, la viticulture, etc. Et ça représente 1% de la superficie totale des exploitations agricoles. 50% ont moins de 35 hectares quand même. Et elles représentent que 7% de la surface agricole utilisée. Et puis, il y a 5% des exploitations agricoles qui font plus de 214 hectares. Et elles représentent 25% de la surface agricole utilisée. Alors, ça veut dire qu'il y a aussi une concentration importante du pouvoir agricole sur des exploitations, sur peu d'exploitations finalement. Est-ce que ça se ressent aussi sur la gestion agricole aujourd'hui ? Oui, ça se ressent énormément, surtout que ce qu'on voit arriver, c'est la financiarisation des terres, c'est-à-dire que le pendant de la disparition des agriculteurs, c'est des entreprises agricoles qui achètent des terres et du coup qui déconnectent complètement ça de l'agriculture, quoi. C'est plus des paysans qui vont exploiter ces terres, mais des ouvriers. Et on le voit bien avec des chips bread par exemple, ou des structures financières qui achètent des terres. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les chips. Les chips. Ah oui, les chips. Ah d'accord, voilà. Ouais, ok. Et en fait, il y a même des puissances étrangères qui achètent des terres en France pour faire du blé, notamment la Chine, les États-Unis, qui achètent des vignobles, etc. Donc c'est vrai que voilà, il y a toujours, les terres vont toujours être exploitées, mais par qui ? C'est ça la question en fait. Et l'État a demandé aux paysans d'être le plus compétitif possible sur le marché mondial pour justement être compétitif avec les autres pays, voilà. Et nous, on se demande jusqu'où en fait. On demande à être compétitif avec des pays qui sont payés 1 euro de la journée, des pays qui respectent aucune norme environnementale, voilà. Et donc, effectivement, il y a un moment donné. L'amélioration des conditions de vie sur les exploitations, elle est passée par la mécanisation, elle est passée par l'agrandissement des surfaces, etc. Mais la question, c'est jusqu'où, en fait, ça peut aller, ça doit aller, et est-ce qu'à un moment donné, on doit accepter de plus être compétitif au niveau international, justement, pour garder des exploitations à taille humaine, et arrêter l'hécatombe et l'hémorragie qui est en cours de disparition des paysans. 200 000 paysans, ça a un impact sur les vies dans les communes, ça a un impact sur le territoire, ça a un impact, voilà, ça a un impact partout. Donc la question, c'est jusqu'où en fait on va. Corentin, tu veux essayer de rebondir là-dessus ou... Par rapport à l'agrandissement des exploitations. Déjà par rapport aux chiffres, les 50 hectares, je ne sais plus le pourcentage exact. Je pense qu'il y a aussi, c'est parce que c'est quand même national ces chiffres-là, donc ouais. C'est aussi par rapport aux régions montagneuses où justement c'est des régions qui n'ont pas beaucoup d'hectares par exploitation, mais ils travaillent beaucoup plus avec des AOP et des labels que par exemple la région Grand Ouest, je parle du lait surtout. Nous on travaille quand même plus avec des gros industriels laitiers et puis les fermes qui a 25% de la surface qui dépasse les 214 hectares de mémoire. 5% qui dépassent les 214 hectares. Donc ça, c'est plus les régions quand même de plaine, les céréalières, quoi. Ouais, là, c'est les céréaliers, il y a vraiment des hectares et des hectares. Les betteraviers, etc. Qui vivent que de ça. Et je pense que par rapport à ce que tu disais, du coup, c'est la compétitivité. Et aujourd'hui, un céréalier, je pense que s'ils en sont arrivés à avoir des surfaces telles, c'est que ils sont obligés de faire ces surfaces-là aussi pour vivre un minimum. Tout le monde veut vivre de son métier. Et par rapport à la production laitière aussi, c'est pareil. On est arrivé à un stade où je pense qu'il faut que ça s'arrête aussi quand même, qu'il y a un stop quand même demi. On voit bien de ce qui se passe dans les campagnes. On va en reparler du coup par rapport au suicide et tout ça, mais on arrive à des productions, à des quantités de production quand même par UTH et par ferme qui commencent à être élevées et je pense qu'on pourra pas aller au-delà, malgré la robotisation. Excuse-moi, UTH, tu peux dire ce que c'est ? Unité de travail homme dans une exploitation. Voilà. Le nombre de travailleurs sur l'exploitation qui a largement diminué. J'ai pas pris les chiffres ici, mais bien entendu. Et les travailleurs, les salariés, il y a quand même des salariés en agriculture, sont concentrés sur des structures un peu particulières telles que le maraîchage, tous les fruits et légumes, etc., la viticulture, et puis également, bien entendu, chez les céréaliers, mais d'une façon beaucoup plus parcimonieuse. Saisonnière, ouais. Et saisonnière. Oui, par rapport à la terre et tout ça qui va être repris par d'autres, des entreprises hors agricoles
Nous aussi, par exemple, chez JA, on se bat contre ça parce que on voit qu'aujourd'hui, il y a aussi le problème du carbone où justement les terres sont utiles pour des grosses entreprises de récupérer de la surface pour décarboner et donc faire des grands champs de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité et être au vert, entre guillemets. Mais ça, on est contre ça. Enfin, la terre agricole doit rester agricole. Donc là, aujourd'hui, vous diriez que la surface agricole, les terres arables, les terres qu'on peut cultiver, elles sont mises en danger par des structures industrielles comme ça, ou bien pensantes comme le fonctionnement vert, on va dire, là-dessus. En fait, il y a des structures qui peuvent être ces grandes structures internationales, ça oui. Mais c'est aussi des normes en fait qui amènent ça. Enfin, c'est des dynamiques en fait qui sont poussées par des lois et par une certaine libéralisation aussi du marché, qui fait que aujourd'hui effectivement il y a plein de secteurs type les grandes cultures où pour garder une certaine rentabilité il faut s'agrandir parce qu'il n'y a pas assez d'après nous de cadres en fait pour protéger les revenus, le prix des productions en France. Du fait de ce jeu international qu'on fait un peu sans limite. Et du coup, il faut toujours plus produire et du coup, toujours plus s'agrandir. Ce qui fait que en fait, le problème de l'agrandissement des fermes, c'est pas que à cause de ceux qui s'agrandissent. Enfin, ce serait facile de dire c'est les gros et c'est les grands méchants. Enfin, faut plus s'attaquer en fait qu'est-ce qui nous met tous dans ce contexte un peu dans ce système-là et qui fait que à côté, les terres elles deviennent trop cher aussi pour ceux qui veulent s'installer. Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on va manquer d'agriculteurs à l'avenir, mais en fait, des gens qui veulent s'installer, il y en a plein. Juste, ça devient hyper dur parce que les terres sont dures à trouver, elles sont chères, on n'a plus les services publics qu'on nous enviait un peu dans le monde entier jusque-là, comme la SAFER, etc., qui sont efficients. Il y a plus de... Enfin, la SAFER, c'est quand même une sacrée histoire, c'est un organisme qui marchait hyper bien jusqu'aux années 90 pour répartir les terres. Et juste, les politiques libérales ont dit on arrête de financer la SAFER. Et la SAFER, c'était un peu le policier de la répartition des terres. Donc, quand il y avait un agriculteur qui s'en allait, la SAFER était l'arbitre pour savoir où proposer ces terres-là en fonction des besoins des agriculteurs autour, pour faire court. Voilà. C'est ça, oui. Là où, sur des fermes un peu moins spécialisées aussi, on voit... c'est encore le pari qu'on fait et pour l'instant on y arrive sur des installations paysannes. On voit que sur quelques dizaines d'hectares, on peut tirer plusieurs salaires sans souci dans le cadre de multi-activités avec plusieurs associés, etc. C'est des choses qui restent possibles en fait et qu'on peut encore développer. C'est des solutions pour l'avenir si on décide de réinvestir les filières qui vont avec, qui peuvent servir à nourrir aussi la population, quoi. Alors il y a deux choses là-dessus. Alors on pourrait parler de la notion de prix, parce que c'est quand même incroyable. Moi, j'ai besoin de votre réponse là. C'est quand même incroyable. Quand je construis une voiture, voilà, je suis industriel, je construis une voiture, je vois, ça va coûter tant de matières premières, ça va coûter tant de main d'œuvre, ça va coûter tant de frais administratifs. J'en ai pour 10 000, j'en rajoute 12, et je vends ma bagnole 12 000 euros. Voilà. Et pourquoi on n'arrive pas à faire ça en agriculture ? Pourquoi finalement le prix n'est pas défini par la production et le coût de production ? On arrive complètement à le faire. C'est qu'il y a des volontés politiques pour pas qu'on le fasse. C'est deux choses qui sont différentes. Calculer les coûts de production, c'est le faire. Ça, oui. Voilà. Mais comment pourquoi on n'arrive pas à vendre ça sur L'exemple de la voiture, il est très bien. C'est-à-dire que par exemple là, il y a un contrat de libre-échange qui est en train d'être passé avec le Mercosur, justement pour vendre des voitures. Parce que la balance commerciale française, elle est organisée par l'État. Et donc, à un moment donné, ils doivent choisir qui ils sacrifient. Et en fait, l'agriculture est toujours sacrifiée sur l'autel du libre-échange. C'est une variable d'ajustement. Oui, voilà, c'est le fusible. Voilà. Parce que, en fait, ils ont abandonné depuis longtemps de se dire qu'on peut être compétitif au niveau international. On n'a pas d'hormones de croissance et c'est bien. On ne trempe pas les poulets dans la javel. On ne met pas de l'atrazine depuis très longtemps alors qu'il y a plein de pays qui l'utilisent encore. Enfin, on a plein de normes environnementales. L'atrazine, c'est un pesticide. L'atrazine, c'est un pesticide qui est très grave et qu'on continue à produire en France mais qu'on envoie dans les autres pays. Et en fait, tout ça, c'est des normes qui ont été choisies collectivement pour le bien-être de tout le monde. Et qui fait que c'est même plus la peine d'essayer d'être compétitif sur la scène internationale.
Ça, les politiques, ils l'ont compris. Et donc, ils vont sacrifier l'agriculture pour vendre des voitures, pour vendre des Rafales, pour vendre, etc. Voilà. Donc, ils vont faire rentrer du bœuf d'Argentine, ils vont faire rentrer du poulet au chlore, etc. Sur les territoires français. Et donc, pour ça, on préserve pas le prix. Voilà. Et donc, mais tout doucement, on demande, ce que tu dis, aux agriculteurs de produire de l'énergie, plutôt. Voilà. Donc, de remplir les méthanisations. Alors, les méthanisations, par exemple, les méthanisateurs, c'est des unités pour produire de l'énergie. Donc, moi, j'ai rien en soi contre ce principe. C'est juste l'abus, en fait. C'est comme les panneaux solaires. On n'a rien contre les panneaux solaires. C'est comment ils sont posés. Est-ce qu'on les met sur les hangars ou sur les terres? Voilà. Et donc, les méthanisateurs, par contre, là, il y a un prix sortie méthanisateur qui est assuré. Voilà. Et par contre, si on fait du lait, non. Voilà. Et donc, ça, c'est des choix politiques. Donc, à un moment donné, pourquoi, quand on produit de l'énergie, on a un prix assuré? Pourquoi, quand on produit du lait, on n'a pas un prix assuré? Voilà. Et ça, c'est des décisions politiques. Et ces décisions vont dans le sens c'est trop cher de produire des denrées agricoles en France, on va les faire venir de l'extérieur, et les terres agricoles, elles vont servir à autre chose, à produire de l'énergie, de l'agrotourisme, etc. Et on va pouvoir vendre nos voitures, vendre nos Rafales, etc. Alors, par rapport à cette notion de prix, il y a une loi dont on entend parler et dont on ne connaît pas grand-chose finalement en tant qu'auditeur ou autre, c'est la loi Egalim. La loi Egalim qui est censée protéger en particulier les prix agricoles. Il y a eu la loi Egalim 1, la loi Egalim 2. On s'aperçoit que finalement tout joue entre les distributeurs et les industriels. Comment vous la vivez, cette loi Egalim? Est-ce qu'elle a une fonction ou est-ce que c'est un gadget? La loi Egalim, il y a quand même, de ce que j'avais compris, donc c'est 3 lignes dans la loi Egalim. Et les industriels et tout ça choisissent la meilleure pour eux. Donc, au final, la loi Egalim, comme elle est aujourd'hui, elle sert pas à grand chose. Et je pense que c'est le résumé que j'en tiens de ça. La loi Egalim, c'est que pour nous, elle nous sécurise pas. Il y a aucune assurance avec la loi Egalim, parce que jusqu'à là, c'est les industriels qui choisissent ce qu'ils veulent faire avec la loi Egalim. Donc, à partir de ce moment-là, on peut pas faire grand chose. Et puis par rapport à l'international, oui, on sera jamais compétitif en France par rapport à l'international. Et je pense que c'est pour ça qu'on en est venu aussi à produire beaucoup plus aussi par tête, parce que pour s'en sortir, faut dans le schéma conventionnel qu'on a quand même on a investi quand on s'est installé et tout ça, on a mis quand même plusieurs milliers d'euros sur la table, et donc on est obligé de produire, et ça, je pense qu'on peut pas revenir en arrière. Et de toute façon, au niveau de l'international, on ne sera pas compétitif quand on voit que du bœuf en Amérique part à 40 centimes le kilo et que nous, faut qu'il parte à 4 euros, 4,50 € le kilo pour qu'il nous rapporte un petit peu d'argent, quoi. Donc, il y a la main-d'œuvre aussi en France qui est quand même beaucoup plus élevée. Et tout est plus cher. Les charges en France sont beaucoup plus chères et puis c'est beaucoup plus facile d'engraisser un bœuf, pour prendre l'exemple là, en Amérique qu'en France. Est-ce qu'on dirait qu'il n'y a pas assez de protection de l'agriculture en France? Il n'y a pas assez de barrières, entre guillemets, pour justement protéger ou protéger les agriculteurs dans la qualité de leur production? Est-ce que vous pensez ça? L'agriculture française n'est pas comparable à celle de l'Amérique, quand même. Non, justement. Parce que la qualité, je pense qu'en France, on l'a. Et c'est un gros point fort qu'on a en France, quand même. Donc c'est ça l'objet de ma question. Est-ce que vous pensez que le gouvernement n'est pas assez aidant et n'est pas assez protecteur? Je suis pas sûr qu'il y a enfin, moi, c'est mon point de vue, je suis pas sûr qu'il y a que de la faute des politiques, que de la faute de l'État et tout ça. On a bien vu pendant le Covid, les personnes qui étaient enfermées chez elles, ils pouvaient sortir donc 1 heure par jour. Et donc là, ils se sont mis à aller dans les exploitations et tout ça, aller chercher leurs légumes, aller chercher leur lait, les exploitations à côté de chez eux. Le jour où tout a réouvert, tout le monde est retourné dans les supermarchés, hein. Et ça, c'est une réalité. Les gens, ils rentrent du travail le soir, ils vont au supermarché, ça va c'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher les légumes chez un, le lait chez un autre. C'est un constat, c'est la société aujourd'hui qui veut ça. Il y a un problème d'éducation aussi faut revenir un peu aux bases, je pense, ouais. L'alimentation en France, c'est pas une grosse part du pouvoir d'achat des Français, hein. Mais effectivement, sur cette histoire de supermarché, je pense que c'est à quel point on rend la nourriture accessible et la nourriture de qualité accessible aussi. Et le fait qu'aujourd'hui, les principaux réseaux de distribution, ils soient justement dans tout ce qu'on disait de marchandises peu protégées,
très ouverte sur le monde et tout, et que les marges, en fait, on n'a pas de prise du tout sur ces marges-là. Et du coup, sur les prix auxquels on pourrait vendre nos produits aussi en supermarché éventuellement, ça pose encore une fois la question, je pense, qui est assez centrale des filières, de à quel point on rend des produits au lieu que les gens aient besoin d'aller sur chaque petite ferme, alors que la plupart des gens habitent en ville aussi au niveau national, à quel point on rend ces produits accessibles, et que ce soit en termes spatial et en termes de prix. Et aujourd'hui, quand même, c'est aussi rattacher l'agriculture au problème de la société actuelle, à savoir aussi qu'il y a 10% de la population qui dépend de l'aide alimentaire aujourd'hui, et que ça va en augmentant, et que à côté de ça, il y a un gaspillage dans tous ces réseaux de distribution qui est de l'ordre d'un tiers de la nourriture. Et du coup, on voit qu'il y a un truc qui est complètement déficient à cet endroit-là, quoi. Eh bien, voilà, on a une idée un peu plus précise du paysage agricole tel qu'il existe aujourd'hui, avec Pierrick, Corentin et David. On se retrouvera pour une prochaine émission dans les quelques jours qui suivent pour découvrir un nouveau pan de l'agriculture française. Et je vous dis à tout bientôt pour cette nouvelle émission.